Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour parler de la suite de la Passe Miroir, donc le tome 2, toujours de Christelle Dabos, Les Disparus du Clair de Lune. Alors, du coup, il m'est toujours conseillé par les mêmes personnes, ils m'ont conseillé toute la saga. Moi, je vous avais dit dans le premier, ce qui m'avait déplu, on va dire, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas d'action. Spoiler tout de suite, dans ce tome, c'est vachement mieux. Résumé, alors, on avait laissé Ophélie au moment où elle faisait son entrée à la cour, donc on savait qu'elle allait avoir des problèmes parce que déjà, Farouk, l'esprit de famille, du coup, il est vachement lunatique, donc il peut demander à des gens de faire des choses qui sont pas du tout en capacité de faire et avoir envie de les buter s'ils le font pas. Donc tout ça c'est assez stressant. On sait qu'il y a pas mal de gens qui détestent donc Thorn et sa fiancée par extension. On sait que le chevalier a fait disparaître tous les dragons, etc. Donc il y a tout ça qui reste en plan. Ah oui, et puis il y a la famille aussi d'Ophélie qui va débarquer, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. Et on sait qu'ils ne sont pas du tout du même milieu que les gens de la cour. La famille d'Ophélie, c'est des gens un peu simples, un peu campagnards, etc., qui sont vachement exubérants, rentrent dedans et tout, et les amener dans un milieu de requins comme ça, c'est un peu flippant. Il y a toutes ces problématiques-là au début qui sont lancées. Et puis, comme le titre l'indique, assez rapidement, il va y avoir des gens qui vont disparaître au clair de lune, qui est une espèce d'hôtel, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un endroit où les gens peuvent dormir, quoi. C'est dans le palais, donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça un hôtel, une auberge. Bon, en tout cas, c'est un endroit où les gens viennent et où c'est réputé justement pour être très sécurisé, très inviolable, parce que ça a été en partie construit par la fameuse architecte Hildegarde, que tout le monde s'arrache et qui fait des trucs de ouf avec l'espace. Donc c'est son pouvoir de fabriquer des pièces auxquelles personne ne peut accéder, à part avec des conditions précises et tout. Donc le clair de lune, c'est censé être un lieu super sécurisé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui disparaissent là-bas. Donc ça fait flipper, c'est pas cool. Farouk, d'abord, il va demander à Ophélie d'être sa conteuse. Donc déjà, bon, elle qui n'était pas très douée pour parler avec sa petite voix où personne ne l'entend et tout, c'est déjà un problème. Mais par la suite, il va lui demander d'enquêter sur les disparus. Voilà, c'est pas non plus du tout dans ses compétences. Donc moi qui me plaignais qu'Ophélie ne faisait pas grand-chose, là, par la force des choses, elle va être obligée de faire des trucs, et c'était vachement cool. Il y a aussi toute une enquête, une embrouille ou un mystère sur le fait que justement le livre de Farouk, on sait pas ce qu'il cache, mais on sait que Farouk il est perturbé parce que voilà, il y a des choses qu'il veut savoir à propos de son livre, ça on le savait déjà, sauf que là, en début de chapitre et en début de bouquin, on a toujours le même petit extrait. Je sais pas comment on doit appeler ça. Un truc dont on sait pas vraiment qui nous parle, qui parle de Dieu, et qui nous dit que Dieu est cruel, mais qu'il l'a aimé aussi, etc. Donc justement, on sait pas qui dit ça, on sait pas pourquoi, mais on peut se douter que ça va avoir un rapport avec le contenu du livre de Farouk, et globalement avec les esprits de famille. Donc voilà, il y a un mystère par rapport à qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'on nous dit justement qu'il a été cruel, et que c'est lui qui a cassé le monde, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qu'il voulait avec les esprits de famille, etc. Voilà, il y a ce mystère-là aussi qui est en arrière-plan. Donc histoire, on suit toujours Ophélie, même si, comme je vous dis, avant on avait vraiment que le point de vue d'Ophélie, là on va avoir le point de vue de Farouk de temps en temps, sur des petits, je sais plus si c'est genre tous les 10 chapitres ou quoi, au bout d'un certain nombre de chapitres, on a un truc qui doit s'appeler Bribe ou je sais pas quoi, où on a du point de vue de Farouk, avant qu'il perde la mémoire, à l'époque où il était encore avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Du coup, à cette époque, il s'appelait Odin, il s'appelait pas encore Farouk. Enfin, il était avec Artémis et d'autres qui sont tous devenus maintenant des esprits de famille, on peut le supposer. Donc, en passant, je vous le dis, je me suis trompée en pensant que les arches se trouvaient au sommet des montagnes et que on pouvait plus descendre sur la terre ferme en bas parce qu'il y avait trop de fumée ou de pollution ou de nuages ou je ne sais quoi. Apparemment, le monde est littéralement cassé. Parce que les arches, elles ont des bords, et si les bords se cassent, ils tombent dans le vide. Vous allez me dire avec des montagnes très abruptes, c'est peut-être possible, mais là, de la manière dont on nous le décrit, j'ai l'impression que c'est pas ça. Que c'est vraiment des morceaux de monde qui flottent dans le ciel, comme si, je sais pas, il restait peut-être l'atmosphère de la Terre et tout, mais que la Terre, elle était partie en petits morceaux, et que les gens se baladaient juste sur des petits débris qui flottent. Je sais pas si c'est possible, ça me paraît un peu chelou, mais de toute façon, on est dans un univers un peu magique, un peu fantastique, donc admettons. Donc voilà, je vous disais, là, on est dans l'histoire d'Ophélie qui va enquêter, qui va être obligée un peu par la force des choses de devenir quelqu'un. Le truc, c'est qu'à la cour, si elle essaye de devenir quelqu'un, tout le monde la déteste en disant qu'elle est ambitieuse, et si elle essaye pas, elle risque de se faire buter par Farouk ou par d'autres gens, parce que de toute façon, on est dans un monde relativement impitoyable. Donc voilà, et puis qui fait disparaître des gens et pourquoi ? Est-ce que c'est un rapport avec Dieu, Farouk, le livre, et le fait que Thorn, justement, voulait aider Farouk à lire son livre parce qu'au début, Ophélie pense dans le tome précédent que Thorn veut ça,
parce qu'il est ambitieux aussi, mais c'est peut-être pas la seule raison. Il a l'air réellement d'y tenir, et comme il a l'air vachement droit et tout, on peut supposer qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond, entre guillemets. Donc quel est ce mystère que tout le monde nous cache et qui explique que le monde soit cassé, que les arches vivent comme elles vivent, etc. Bon, le concept, il n'a pas vraiment changé. On est toujours en train d'explorer un monde où il y a donc des arches avec des gens avec des pouvoirs qui sont tous les enfants d'un esprit de famille. Les esprits de famille, on a appris qu'ils avaient été créés par quelqu'un qu'ils appellent Dieu. Mais ce Dieu, il a l'air vachement humain, si vous voulez mon avis. Même si, il a l'air un peu surnaturel aussi, mais en tout cas, il ressemble pas à ce qu'on appelle couramment Dieu. Ça a quand même l'air d'être quelqu'un je sais pas, partial, limité. Enfin bon, les qualités qu'on attribue habituellement à Dieu me paraissent pas appropriées à cette personne. En tout cas, découvrir qui est Dieu, c'est, ma foi, une très bonne problématique, et ça rajoute un petit concept à ceux qu'on avait déjà précédemment. Déroulement de l'intrigue, ça change pas d'avant, sauf qu'il y a plus d'action, comme je vous disais. Ouais, on va avoir vraiment le côté enquête, mystère aussi, qui sera beaucoup plus présent, donc on sera beaucoup moins dans une scène d'exposition. Il y aura toujours ce côté description à la fois poétique, touchante, etc. Donc on découvre encore des nouveaux persos, on revoit ceux qu'on connaissait déjà et qu'on aimait bien et tout, donc c'est comme avant, sauf qu'il y a plus d'action. Donc c'était bien avant, donc c'est toujours bien. La fin, j'y reviendrai. Les personnages, alors je peux tout de suite vous dire qu'on va retrouver Renard. Son propriétaire, je crois, disparaît. Et en fait, apparemment, du coup, il a dû rendre sa clé. Je vous raconte ça parce que c'est un détail très con et qui montre bien comment fonctionne ce monde. Et en fait, oui, chacun est tenu d'avoir une clé, c'est un peu comme une carte d'identité. Il a rendu sa clé et il aurait dû en avoir une autre en rentrant au service de quelqu'un d'autre, sauf qu'il a eu un contrôle, il a subi un contrôle pendant qu'il n'avait pas de clé. Du coup, il est parti aux oubliettes. Et puis, on dit à Ophélie, ouais, c'est con, mais ça arrive, c'est comme ça. Puis, bon, vu que personne va s'intéresser à lui, il va sûrement crever dans les oubliettes. Évidemment, Ophélie, elle n'est pas d'accord avec ça, donc elle demande à l'en sortir. Elle demande ça à Archibald. Et du coup, il lui dit qu'elle va lui devoir un service en retour. Donc elle a bien peur qu'il veuille coucher avec elle, mais non, il lui demande de toucher un objet. Parce que justement, il veut déjà la faire un peu enquêter sur les disparitions. Parce que le Clair de Lune, c'est aussi un peu son établissement, donc il se sent responsable des gens qui disparaissent là-bas. Et il veut aussi résoudre l'enquête. Je suis contente, on revoit Archibald, il est cool. On revoit Renard, on revoit Gaël. On revoit tous les persos qui étaient déjà bien avant. On va connaître plus un mec qui s'appelle le comte Melchior, je crois. Je me souviens plus si on l'avait déjà vu avant. C'est un mec de la famille des Mirages aussi. C'est un gros mec qui a l'air moins antipathique que les autres, mais un petit peu chelou quand même. Et qui est à la fois très gros et à la fois qui se déplace des fois avec une étonnante agilité et tout. Donc il est assez rigolo aussi, avec des moustaches qui bougent en fonction de ses humeurs et tout. Ouais, donc on va revoir aussi Hildegarde, comme je vous disais. Franchement, les personnages, ils sont toujours cool, ils sont toujours diversifiés. La relation entre Ophélie et Thorne va moins faire du surplace. Ça y est, ça va enfin se débloquer. Il était temps, parce que ça m'agace toujours les relations amoureuses qui font du surplace. Bérénilde, qui était enceinte, va avoir son enfant. Voilà, on voit beaucoup Farouk. On est beaucoup plus proche de Farouk dans ce tome que dans celui d'avant. Du coup, Farouk, qui est un personnage qu'on a du mal à aimer, mais que je pense qu'on peut pas vraiment ne pas aimer non plus, parce que il est très enfantin et très lunatique, et il peut défoncer des gens sur un coup de tête. En même temps, il a l'air torturé moralement, et je trouve qu'on peut pas s'empêcher d'être un peu malheureux pour lui, en fait, parce que le fait de pas avoir de mémoire et tout, c'est quand même pas cool. Dans la catégorie aussi des connards pour qui on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie, on va revoir le chevalier. Alors lui, je pense que c'était le perso que je détestais le plus dans le tome précédent. Là, on va le revoir, et je pense que je peux tout de suite vous dire qu'ils ont réussi, que l'auteur a un peu réussi à me faire avoir un peu de pitié pour lui. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais voilà. Tout est dans la continuité, mais les persos sont comme avant, j'ai pas vraiment de nouvelles choses à dire non plus sur ce plan. Ophélie doit toujours être au clair avec elle-même pour passer à travers les miroirs, et ça c'est pas mal, parce que du coup quand elle se ment elle-même ou quoi, tout de suite elle peut plus passer, et on se rend compte qu'il y a un problème, et elle aussi elle est obligée d'admettre la vérité, et c'est agréable parce que les gens qui font du déni, ça aussi ça me saoule. Bon, l'apparence c'est toujours comme avant, je vous dis, les persos sont extrêmement rigolos, j'ai presque envie de dire cartoonesques pour certains. Il y en a qui sont beaux, mais il y en a qui sont juste très bizarres, très rigolos, mais du coup ça les rend marquants et on les visualise bien, donc c'est vraiment cool aussi sur ce plan-là. Et personnalité, ouais, ils sont très caractéristiques. Il y a beaucoup de connards, mais comme je vous dis, on peut pas s'empêcher de leur trouver toujours des côtés touchants. Encore une fois, je pense que c'est à la fois le regard d'Ophélie et le regard de l'auteur qui font ça. L'évolution, alors est-ce que Ophélie a commencé à évoluer ? En tout cas, sa relation avec Thorne a évolué. Est-ce que Thorne a évolué aussi ?
Un petit peu. Thorne, il évolue dans le sens où on sent que dévoiler ses sentiments, dire ce qu'il pense et tout, c'est pas du tout son fort. Et il est un peu obligé de le faire dans ce tome, mais je sais pas si ça va vraiment l'aider par la suite, parce qu'il le fait parce qu'il a vraiment pas le choix. Ophélie, je pense qu'elle a quand même appris des choses un peu sur elle-même. Encore une fois, c'est surtout parce qu'elle avait pas le choix. Après, elle a été obligée d'agir, parce qu'elle tenait à des gens. Bah du coup, elle s'est réellement impliquée en fait dans la vie de la cétacielle, de la cour, etc. Bon, je peux tout de suite vous le dire, Archibald va disparaître. Alors là, voilà, moi c'est un peu mon perso préféré en dehors d'Ophélie, donc j'étais un peu malheureuse. Et du coup, bah elle voulait pas qu'ils disparaissent définitivement. Et Farouk et la toile, donc c'est la famille d'Archibald vu qu'ils sont tous reliés mentalement. Disait oui bon bah on te laisse 24 heures pour le retrouver et après on se déconnecte de lui et quand on va se déconnecter de lui il risque fort de crever parce que c'est trop douloureux parce que si là on n'en peut plus en fait on est tous dans les vapes à cause du fait qu'on est connecté avec lui et ça nous empêche de faire notre travail etc. Donc ça met une grosse échéance sur la gueule d'Ophélie et au départ Archibald elle se disait ouais je l'aime pas, bon il veut me baiser, il veut me manipuler, voilà. Elle était un peu ambiguë vis-à-vis de lui mais à ce moment là elle s'est dit non quand même je vais pas le laisser crever comme une merde. Et je suis contente qu'elle ait réagi comme ça, elle s'est impliquée, et c'était vraiment sympa de la voir enquêter, et de voir, bah ça se voyait qu'elle était intelligente, de toute façon Ophélie depuis le début, que c'était un peu une intellectuelle et tout ça, qu'elle avait tendance à être assez observatrice et tout, donc le fait qu'elle enquête, je trouve que ça lui va plutôt bien, et puis avec Thorne, il se complète assez bien aussi sur ce plan, vu que lui, il a le côté ultra carré, qui voit le moindre détail, etc., qui peut éplucher les documents des gens, trouver les anomalies et tout. Et elle est plus dans l'observation du comportement social des gens pour trouver des indices, etc. Puis bon, elle a sa lecture d'objets. Donc les deux ensemble, ils font un bon duo d'enquêteurs, je trouve. J'espère que par la suite, on aura l'occasion de les revoir dans ce rôle, même si j'en doute un peu vu la fin du bouquin, mais je spoil pas trop. L'univers, les lieux et les créatures. Alors, on est parti en début de tome dans un autre endroit, parce que voilà, on a quitté la cétacielle, l'Arche du Nord et tout. On est parti dans une arche, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais où il y a des bains, enfin une espèce de lieu de vacances où les gens viennent pour respirer de l'air frais, etc. Un peu comme des cures thermales. Et du coup, il y a toute la famille d'Ophélie qui se retrouve là-bas. Ça règle un peu le problème de savoir ce qu'ils allaient devenir à la cour. C'est Thorne et Bérénice qui les envoient tous là-bas, y compris Ophélie, justement pour les mettre un peu à l'abri. Donc au début on a une exploration de ce nouvel endroit mais ça va vraiment pas durer longtemps et rapidement la cétacielle va venir parce que oui la cétacielle bouge. La cétacielle va venir parce que Farouk voulait demander quelque chose à Ophélie. C'est un petit peu disproportionné mais bon on a bien compris que c'était Farouk qui contrôlait tout alors qu'il a une personnalité de gamin de 3 ou 4 ans. C'est assez effrayant mais c'est le cas. Donc la cétacielle revient, donc rapidement on revient dans l'univers qu'on connaissait déjà. On va en savoir plus sur les illusions, les espaces distordus ou les espaces intermédiaires ou les trucs avec les sabliers et tout ce bazar là, mais globalement il n'y a pas énormément de changements ou de nouveautés au niveau de l'univers. Si on va découvrir des nouvelles familles aussi avec des nouveaux pouvoirs. Parmi les déchus il y a une famille de gens qui sont invisibles. Il y a la famille de Thorne, on va en entendre plus parler et en savoir plus sur elle. La dernière fois d'ailleurs je me suis trompée, j'avais dit les archivistes, en fait ils s'appellent les chroniqueurs. Et donc outre le fait d'avoir une super mémoire, ils peuvent aussi prendre des souvenirs des gens ou donner des souvenirs aux gens et donc modifier la mémoire des gens, mais apparemment il faut l'apprendre et c'est très compliqué et Thorne ne sait pas le faire. En tout cas c'est quelque chose qui est un pouvoir qui appartient à cette famille, donc c'est un truc cool, une nouvelle possibilité qu'on n'avait pas vue avant et qui est arrivée maintenant. Logique et cohésion, vu qu'il y a une enquête, on est beaucoup plus dans ce domaine-là et c'est extrêmement cool, extrêmement bien géré. J'adore vraiment, on a vraiment tous les trucs que j'aime dans les enquêtes. Alors j'aime pas trop les enquêtes de manière générale, mais j'aime beaucoup en voir dans les histoires ou les univers qui sont pas uniquement basés là-dessus. Parce que je veux dire, les enquêtes dans notre monde avec des meurtres et tout, c'est toujours un peu pareil, les polars, tout ça. Mais là, dans ce monde-là, avec des éléments surnaturels, enfin je veux dire, c'était bien fait dans le sens où les éléments, on les avait sous les yeux. On pouvait réellement avoir des soupçons pour certaines personnes, essayer de penser aux indices, se dire « Ah oui, moi je pense ci, je pense ça ». Voilà, la solution de l'énigme, entre guillemets, on pouvait nous-mêmes la trouver. On pouvait avoir quelques chapitres, on va dire, d'avance sur Ophélie, la voir progresser et se dire « Ouais, vas-y, c'est cool et tout ». Nous-mêmes avoir des idées et espérer qu'elle ira fouiller par là, etc. Enfin, c'est vraiment une enquête où on peut réfléchir, on peut suivre et tout. Donc ça, c'est les meilleures enquêtes à mon sens. Et là, ouais, c'est extrêmement bien fait. Pareil pour l'histoire de Farouk. On peut avoir plein d'indices et deviner plein de choses, essayer d'y réfléchir, de faire des théories et tout. Et on a les réponses au bout d'un moment, donc c'est super agréable. Mystère et découverte, du coup, il y en a plein. Il y en a à propos du passé de Farouk, il y en a à propos de Dieu, il y en a à propos de qui fait disparaître les gens et pourquoi.
Franchement, il y en a plein, même si c'est moins dans le côté exploration et c'est plus dans le côté il y a du suspense. C'est tellement ce qui manquait dans celui d'avant que là je suis très heureuse. L'écriture, elle est toujours aussi bien qu'avant, donc voilà, je l'ai déjà dit. Elle est toujours poétique, etc. Mais là, on est plus dans l'action que dans la contemplation par rapport à avant. Donc voilà, mais ça fait pas descendre ce point pour autant, parce que les descriptions des gens sont toujours aussi cocasses, rigolotes, marquantes, etc. Les descriptions des lieux sont toujours aussi jolies, intéressantes et pittoresques, j'ai presque envie de dire. Non, franchement, le côté belle écriture, poésie et tout ça est toujours là, même si on est beaucoup plus en suspense. Du coup, suspense et action, là, oui, mais à fond. Je me disais, j'espère qu'il y en aura un peu plus, mais là, il y en a beaucoup plus. Pas tant que Ophélie fasse des trucs de ouf au niveau baston, etc. Mais il se passe des trucs de fou autour d'elle, et elle y participe. Elle y participe, certes, en réfléchissant justement comme une enquêtrice, et pas comme une fille qui se bat avec des pouvoirs, mais moi, ça me va totalement. Je veux dire, on a vu qu'elle était plus forte mentalement que physiquement, qu'elle continue de faire comme ça. Moi, c'est... De toute façon, d'une certaine manière, c'est aussi un combat, sauf que c'est un combat mental quand on enquête sur quelqu'un, qu'on essaye de coincer un criminel et tout, donc moi, je valide à 200%. Le dialogue, j'aime beaucoup les dialogues d'Ophélie avec Farouk. À chaque fois, on a vraiment la pression de se dire qu'est-ce qu'il va lui faire, comment il va le prendre, comment il va réagir, tellement il est soupolé et lunatique. Et Ophélie qui de temps en temps craque et lui balance ce qu'elle pense malgré le fait qu'elle risque sa vie et où tout le monde est choqué et tout. J'ai trouvé ça extrêmement cool. Crédibilité et réalisme, du coup, oui, il y en a. Farouk, à la fois il parle bien et à la fois il a une personnalité de gamin et c'est aussi ce à quoi il ressemble physiquement. Ouais, je trouve ça vraiment bien fait. J'adore les immortels de ce monde. C'est pas les premiers immortels que j'aime bien, mais je le précise quand c'est le cas parce que des fois il y a des immortels qui sont pas très crédibles. Et du coup, originalité côté marquant, mais c'est les persos qui sont marquants, c'est l'univers, c'est pas vraiment les dialogues encore une fois. Mais il y a des dialogues qui vont être cool. Je vous disais, ça y est, la relation entre Ophélie et Thorne avance, donc les dialogues entre Ophélie et Thorne vont aussi être cool. Bon, ils vont encore faire un pas en avant, un pas en arrière de temps en temps, et ça va un peu me saouler dans le milieu, mais à la fin, ils vont un peu être obligés de se dire les choses en face. Et j'en suis très heureuse. Et du coup, ils vont avoir quand même des échanges intéressants, on va dire. Et du coup, en note globale, j'ai mis 8. Je me suis posé la question, est-ce que je devrais mettre 9 ? Je me suis dit non. Pas pour l'instant, parce que, encore une fois, je suis pas sûre que c'est un livre que j'aimerais relire à l'infini, etc. Mais j'ai mis 8 parce que c'était largement mieux que le précédent. Enfin voilà, il y avait tout ce qui m'avait manqué dans le précédent était là, avec en plus les qualités du précédent. Là, on est vraiment, pour moi, rentré dans une saga qui pourrait faire partie des meilleures, selon moi. J'espère que ça continuera comme ça sur les tomes suivants et que ça va pas redescendre. Mais si ça continue comme ça, ou même si ça devient encore mieux, je m'interdis pas de mettre un 9 par la suite, hein, si ça continue à devenir de mieux en mieux. J'ai trouvé ça très audacieux, toute cette problématique autour de Dieu. Ça a été vraiment très très bien géré. Donc chapeau bas, et je suis vraiment heureuse justement d'avoir entamé cette saga et d'être arrivée jusque-là pour profiter de ce tome qui est vraiment génial. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu le truc. Je l'ai ouvert, je crois, le matin, je l'ai terminé le soir. J'ai pas pu le fermer. Le soir, je me disais, il faut que j'aille me coucher. Non, je pouvais pas, il fallait que je le finisse. J'étais vraiment prise dans le suspense. J'avais trop envie de savoir la suite. Parce que là, des échéances, je vous dis, Archibald, il a disparu, il faut qu'on ait une journée pour le sauver. Et après, ça va s'enchaîner. Il va y avoir d'autres échéances comme ça. On aura tout le temps, du suspense, de se dire, merde, il y a un perso qu'on aime qui va mourir ou qui va disparaître ou quoi. Et on n'a pas envie que ça arrive. Et même si on se dit, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort parmi les persos importants, peut-être que l'autrice va pas oser, etc. On a quand même envie de voir comment ça va se passer. Et même s'il n'y a pas encore de mort parmi les persos principaux, on a peur pour eux, on est content qu'ils aillent bien. Je trouve que tout est bien géré, que tout est crédible et que... Bon voilà, il y a une ou deux facilités scénaristiques, des persos qui auraient pu crever à peu de choses près et qui ont été sauvés par des choses au dernier moment où on se dit que c'est un petit peu improbable, mais c'est jamais un point où c'est choquant. Et l'histoire est tellement passionnante et tellement bien écrite que je pense qu'on peut pardonner ça. C'est pas quelque chose pour lequel même j'aurais envie d'enlever des points. Sur ce, on va rentrer dans le spoil. Je pense que dans les livres en plusieurs tomes, j'aurais souvent plus de choses à dire dans le spoil qu'en
normal, parce que souvent, pour l'écriture, les personnages, tout ça, on les connaît déjà, donc j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, même si ça pourra peut-être m'arriver dans certains livres. En tout cas, là, c'est pas le cas. Du coup, là, les points sur lesquels je peux avoir envie de revenir en spoil, je me suis un peu retenue de vous dire avant, c'est que oui, après Archibald, c'est Thorne qui va avoir une échéance sur sa gueule, vu qu'il se fait enfermer et qu'on nous dit qu'il va se faire retirer ses pouvoirs. Et on sait que, vu que son pouvoir, c'est aussi d'avoir une super mémoire, et qu'on a vu sa mère qui était handicapée mentale parce qu'on lui a retiré sa mémoire, on sait que si on enlève les pouvoirs de Thorne, il va finir en débile profond, et si on le fout dans la nature en mode débile profond, il va jamais survivre. Donc autant dire qu'on le condamne à mort, et d'une manière particulièrement cruelle. Donc on n'a pas trop envie en fait que ça lui arrive, je vous le cache pas. Du coup, Ophélie, qui depuis le début, Thorne lui disait c'est moi qui vais lire le livre de Farouk, c'est moi qui vais prendre tes pouvoirs et qui vais le lire, toi n'essaye pas parce que Farouk a tendance à passer ses nerfs sur les gens qui échouent. Elle était ok, mais vu que Thorne est en prison et qu'il n'y a plus d'espoir, elle va vouloir lire le livre. Alors avant oui, quand je parlais de petites facilités scénaristiques, de persos qui survivent alors que c'est un petit peu improbable et tout, la manière dont Archibald a été sauvé, je veux dire, le fait que ce soit justement le comte Melchior là, qui était le coupable, j'ai trouvé ça super stylé. Parce que au moment où ils reviennent de chez Hildegarde, que Ophélie se fait attaquer par Philibert, je crois qu'il s'appelle, le valet invisible, et que quand Melchior revient et qu'il permet à l'invisible de disparaître, je m'étais dit, ce mec fait super bien l'innocent, c'est le gros mec sympa où on se dit tiens c'est un des rares qui déteste pas Ophélie et tout, ce serait quand même ballot que ce soit le méchant, ça me paraissait pas impossible en fait. À partir de ce moment-là, c'est vraiment dans cette scène que je me suis dit, ce mec ferait un très bon coupable en fait, ça ferait un très bon méchant, le mec qu'on soupçonne pas parce que justement il a l'air jovial, il est plutôt sympa. Il y a tellement de gens qui détestent Ophélie et qui lui mettent des bâtons dans les roues depuis le début et pour qui on a vraiment de la méfiance, de l'antipathie, etc. Alors que ce mec-là, ça a l'air d'être un bon gars. Ce serait bien cool, ce serait bien sympa si c'était lui. Et à partir de là, je me suis dit peut-être, je sais pas, peut-être que... Et en fait après, il s'est passé d'autres choses et j'y ai pas trop repensé, même si je me suis dit que la possibilité était là. Et du coup, quand on a découvert que c'était lui, j'étais en mode ouais, bien joué. Bien joué parce qu'on pouvait le deviner, mais on n'avait pas vraiment de certitude. Avant, j'avais eu des soupçons pour Hildegarde bien avant que Ophélie commence à trouver la goupille de sablier et tout ça, parce que je me disais, les gens qui disparaissent dans des pièces hermétiquement fermées, ça sent quand même les pouvoirs de gens qui ont des pouvoirs pour modifier l'espace. Donc moi ça faisait un moment que je me disais, est-ce que vous avez pensé à aller interroger Hildegarde quand même, je trouve que ce serait pas mal de savoir qu'est-ce que font ses pouvoirs, est-ce qu'elle est capable de faire ça, etc. Lui demander ce qu'elle faisait au moment où ils ont disparu et tout. Enfin, moi ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait creuser de ce côté, donc quand on a trouvé la goupille de sablier et qu'ils ont été fouillés chez Hildegarde, je me suis dit oui. Puis même quand ils ont découvert que ça avait été les sabliers qu'on fait disparaître les gens, je me suis dit comment on n'y a pas pensé dès le début quoi. Ça fait depuis tout le tome d'avant qu'on apprend que les gens disparaissent par sablier. Certes, jusqu'à maintenant ils réapparaissaient. Enfin, disparaître et réapparaître à disparaître sans réapparaître, il n'y a qu'un pas. Clairement, tout ça, c'était un truc auquel on pouvait penser largement avant qu'Ophélie aille fouiller de ce côté-là. Donc on est content quand elle va y fouiller. On se dit oui, vas-y. Et puis après, on a d'autres pistes et on a envie de chercher et tout. C'était vraiment super agréable, super passionnant et tout. Melchior, très bon méchant, très bon coupable. J'adore le fait que... Enfin, je déteste ce genre de perso, donc j'ai adoré le détester. Quand il fait oui, moi je déteste faire souffrir les gens, je trouve que tuer les gens c'est crado et tout, mais moi je tue les gens sans douleur, je les tue proprement, on peut faire ça bien, en gens civilisés, en gentleman et tout. Moi je veux pas que les gens souffrent, je veux pas que ce soit sale, etc. Je déteste ce type de perso que je trouve très hypocrite, qui tue des gens en disant non mais moi je les fais pas souffrir et puis c'est pour leur bien et puis ils faisaient des conneries, ils en étaient pas conscients mais voilà moi je les ai tués proprement et tout. Donc j'étais en mode bien révulsée par lui et en même temps ça détonnait pas avec ce qu'on savait du personnage, son côté justement à la fois gentil, un peu précieux, un peu protecteur et tout ça, très carré et qui voulait toujours que tout soit joli, qui faisait des trucs de mode et tout. Du coup j'ai adoré que Ophélie soit venue fouiner chez lui, mais par contre j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux qu'elle arrive et qu'elle trouve mort les deux premiers mais encore chaud. Et du coup elle va pas voir le troisième, elle va voir directement Archibald et lui donc il est pas encore mort parce que le mec les a butés dans l'ordre, mais le fait que le mec les tue pile quand Ophélie est là,
Ça voulait un petit peu trop nous mettre de suspense là où je trouvais que c'était pas hyper crédible. Après, certes, le mec, vu qu'il était tenu, entre guillemets, de rester avec Ophélie, il avait pas trop de temps libre pour aller voir ses petits captifs. Je l'ai bien compris dans ce qu'il a dit et tout. Mais je pense quand même que Ophélie lui arrivait de dormir ou autre. Il pouvait peut-être envoyer quelqu'un le faire, vu qu'il avait l'air d'avoir des alliés ou quoi. Enfin, il a été capable d'envoyer Philibert faire des trucs. Alors certes, après, il a dit oui, j'ai pas aimé qu'il vous ait étranglé et tout. Si j'avais su qu'il s'y prendrait aussi mal, je vous aurais tué moi-même. Merci. Bon. Parce que voilà, du coup, il l'a étranglé, il l'a fait souffrir et en plus, il a même pas réussi. Voilà, mais il aurait quand même pu charger quelqu'un d'aller les buter. Après, peut-être qu'il avait confiance en personne, mais je sais pas. Vraiment, le fait qu'il le fasse pile à ce moment-là, pile sous son nez et pile dans l'ordre et que du coup, en sautant le 3e, en allant au 4e, elle a le temps de libérer Archibald et tout ça, bon. Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Le fait que Thorne arrive aussi pile à ce moment-là, bon. Encore une fois, oui, elle avait prévenu qu'elle rentrait là-dedans, dans l'endroit où elle fouinait, où les mecs étaient retenus prisonniers et tout. Elle avait dit « je vais fouiller là-bas » dans un message qu'elle avait envoyé à Renard. Admettons que Thorne l'ait lu, qu'il soit arrivé et tout, mais bon, il arrive pile au bon moment pour pas que Ophélie meure, etc. C'est toujours un peu pareil, un peu tiré par les cheveux et tout, mais il y avait du suspense, la scène était super cool, l'affrontement entre les deux était bien. Ouais, d'ailleurs, j'ai adoré le fait que Thorne essaye de négocier avec le mec et de lui dire non, mais je vais lui effacer la mémoire moi-même, et qui fait semblant d'accepter de rencontrer Dieu et tout, pour être en mode je m'allie avec toi, comme ça tu fais pas de mal à Ophélie. Et le fait que lui, il fait quand même son pouvoir pour lui arrêter le cœur, parce que il y croit pas, j'ai trouvé ça très logique et très stylé. Et le fait que Thorne le bute pour que son pouvoir s'arrête, sachant qu'on nous avait signalé avant, je le redis, par rapport à comment ça fonctionnait dans les puissants, hein, où les choses nous tombaient sous le nez sans qu'on ait été avertis. Là, on nous avait dit avant que toutes les illusions des gens qui avaient des pouvoirs d'illusion s'arrêtaient quand ils mouraient. Du coup, on n'est pas étonné du tout. Et même, c'est une réaction plutôt logique. Thorne lui dit d'abord « enlève ton pouvoir, arrête ça ». Le mec n'obéit pas, voilà, il le bute, comme ça, le truc s'arrête. C'était son seul moyen de sauver Ophélie. Bon, on peut totalement le comprendre. Et c'est stylé, parce qu'à la fois, on voit le côté un peu impitoyable de Thorne, en même temps, c'est complètement logique des deux côtés. Et voilà, du coup, il a sauvé Ophélie, donc ça les rapproche et tout. Enfin, là, c'était franchement classe. Donc toute cette scène, je la valide, même malgré les petites improbabilités. Globalement, c'était stylé. Et puis donc après, on en revient à Thorne qui se fait enfermer et Ophélie qui va lire le livre de Farouk. La scène où elle a lu le livre de Farouk et où elle en a appris plus sur Dieu, sur Farouk, Baroblique, Odin, etc. Le fait qu'elle lui dit, mais que lui, il est en mode c'est pas ce que je veux entendre. Encore une fois, c'est son côté gamin et tout, mais c'est logique, parce que voilà, Ophélie, justement, c'est quelqu'un qui est honnête avec elle-même, etc. Elle appelle un chat, elle dit les choses telles qu'elle les perçoit et tout. Donc voilà, elle a été brute de décoffrage, et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, elle arrive quand même, vu qu'elle lui a lu son livre, à négocier pour aller en prison avec Thorne et l'épouser, essayer de lui enseigner à lire le livre pendant la nuit pour que Thorne essaye de faire ce qu'elle n'a pas réussi. C'était une bonne idée. J'ai été surprise par ça, mais soit. Et puis le fait que du coup l'échéance de Thorne soit amenée au lendemain matin au lieu d'être dans une semaine, bon, c'est à la fois horrible, mais en même temps après quand on voit Thorne et qu'il lui dit de toute façon sinon il m'aurait défoncé morceau par morceau, donc là il a déjà une jambe explosée et tout, on se dit bon ok, finalement c'est peut-être pas si grave. La manière dont ils sont mariés par Archibald, ça m'a fait plaisir, hein, vu que j'adore Archibald. Et puis qu'ils soient mariés en prison et leur petit dialogue, etc. J'ai trouvé ça très mignon, très cool, etc. Le fait que Thorne n'arrive pas à lire, ça m'a fait tristement rigoler, parce que c'est vrai que depuis le début, il partait du principe que c'était lui qui allait y arriver et qu'il voulait pas qu'Ophélie le fasse et tout, alors que bon, il a peut-être du talent, mais ça se négocie pas, entre guillemets, le talent, on l'a ou on l'a pas, il aurait dû quand même envisager cette éventualité. Le fait qu'il y ait le fameux dieu qui arrive et qui leur dit voilà, je vous ai observé, Thorne, est-ce que ça te dirait pas de me rejoindre et tout, et Thorne qui lui vide son chargeur sur la gueule. Là, je me suis dit, maintenant, Thorne, je t'aime. Jusqu'à maintenant, je savais pas quoi penser de toi, mais quelqu'un qui vide son chargeur sur un mec qui se fait appeler Dieu, là, je pense que tu commences à rentrer dans les personnages que j'apprécie vraiment. Donc voilà, puis même le fait qu'il ait dit, ouais, je veux rendre CD à l'humanité et tout, autant le libre arbitre, voilà, j'y crois pas et tout ça, autant dire que c'est des dés, ouais, pourquoi pas, franchement. De dire que là, c'est comme si le mec avait des dés pipés, enfin métaphoriquement, c'est pas faux. D'imaginer qu'on est... on est libre comme des dés, quoi. C'est pas qu'on le soit de manière véritable, mais c'est que nous, de notre point de vue, on a le sentiment de l'être. Et le fait qu'un mec pipe les dés, ça dérange tout le monde, évidemment, ça nous fait chier. On a envie de faire ce qu'on veut, quitte à faire nos propres erreurs. Après, ça se discute. Si le mec qui s'est auto-désigné Dieu était bien intentionné et qui faisait ça pour de bonnes raisons, pourquoi pas ?
Mais dans ces cas-là, ça serait mieux d'être transparent et d'informer les gens. Si vous avez envie de devenir Dieu, pensez-y. Il y aurait moins de gentils qui auraient envie de vous péter la gueule si vous expliquiez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc voilà, Thorne est beaucoup monté dans mon estime. Et puis même le fameux Dieu, c'est un méchant encore une fois, je pense qu'on apprécie, on aime ne pas l'aimer ou quoi, parce que il est un peu mystérieux et on a envie d'en savoir plus sur lui et tout. Donc je suis très contente de cette confrontation. Et puis la révélation qui dit à Ophélie que c'est elle qui a libéré quelqu'un en passant par les miroirs, quelqu'un qui est en train de détruire le monde, ok. Mais comment elle était censée le savoir ? Je veux dire, c'est pas la seule passe-miroir du monde. On sait que c'est rare, mais en gros, c'est pas rare comme si personne ne pouvait le faire. Apparemment, ce qui est surtout rare, c'est de le rester. Si j'ai bien compris, c'est comme le fait d'être liseuse. En gros, les gens de l'Arche d'Anima, c'est un pouvoir qui leur passe à un moment, et la plupart des gens n'arrivent juste pas à le garder. Il y a une conversation avec le père d'Ophélie où il dit que lui aussi, il a été passe-miroir quand il était jeune, et elle lui demande « mais comment ça se fait que c'est parti ?» Et il lui dit « tu sais, on vieillit... Puis au bout d'un moment, c'est moins facile de se regarder dans une glace. » Ouais, en fait, on peut totalement le comprendre que la plupart des gens, au bout d'un moment, ils arrivent plus trop à s'accepter. Non seulement physiquement parce qu'on vieillit, mais aussi moralement parce que plus la vie passe, et plus t'as dû faire des choix dont t'es pas forcément fier. Forcément, plus le temps passe et plus il y a de probas qu'il te soit arrivé des trucs pas cool. Donc quand t'es enfant, c'est plus facile. Et du coup, voilà, le père d'Ophélie était passe-miroir quand il était jeune, et on peut supposer que c'est pas le seul non plus. Ça fait peur à personne, et ça fait sourciller personne qu'Ophélie soit passe-miroir quand elle est encore sur Anima. Ils savent qu'une passe-miroir de son âge, c'est rare, et c'est un petit peu son originalité, mais je sais pas, c'est traité comme chez nous, je sais pas, une personne qui aurait les cheveux teints en rose ou quelque chose comme ça. C'est inhabituel, c'est légèrement perturbant, mais ça choque pas. De là à ce que le fait qu'elle soit une passe-miroir soit responsable de la destruction du monde, je trouve que Dieu, il est un petit peu... il exagère un petit peu. Je vois pas comment Ophélie, elle était censée le savoir, et comment lui, du fait qu'elle soit passe-miroir, il en déduit directement que c'est elle qui est responsable, etc. Enfin, je sais pas, il peut avoir des infos qu'on n'a pas, ou alors la personne qui détruit le monde a exactement le même physique qu'Ophélie, et c'est pour ça qu'en la voyant, il comprend que c'est elle qui l'a fait sortir. Mais même si c'est le cas, je suis désolée, elle est pas responsable, quoi. Quand on a des jumeaux maléfiques, on n'est pas responsable de leurs actes, hein. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur le double que Ophélie a libéré, et je suppose que ce sera une des problématiques des livres suivants. En tout cas, la confrontation avec Dieu était vraiment cool. Le moment où Ophélie arrive à dire à Farouk ce qu'il veut entendre, c'était à la fois très beau et très triste, parce que clairement, ce qu'elle lui dit justement, oui, c'est toi qui vas écrire la fin de ta propre histoire, etc. Elle lui a dit parce qu'il voulait l'entendre, et clairement Dieu, il va pas être d'accord avec ça, il va essayer d'empêcher que ce soit le cas, quitte à toucher au livre de Farouk et le rendre encore plus perturbé psychologiquement, quoi. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, mais du coup, c'était assez beau qu'elle lui dise, qu'elle trouve les mots, etc. C'était d'autant plus beau qu'elle l'a pas fait par complaisance, ni avec elle-même, ni avec lui. C'était vraiment pour sauver Thorne. Donc, dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre, sachant que, moi, c'est pas que je suis méchante et que je veux pas qu'on dise aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est que je pense que quand on a des illusions, le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, elles vont se casser, que c'est reculer pour mieux sauter, et qu'on va plus souffrir... quand elles vont se casser plus tard que si on les casse rapidement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est plutôt tragique en fait ce moment, et je trouve ça beau justement de manière tragique, quoi, parce que Farouk à mon avis il va en chier encore. Voilà, je dis Farouk, bon, c'est vrai qu'on peut pas vraiment l'aimer et tout, mais quand même je pense qu'on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui, et je le respecte parce que clairement les autres esprits de famille, on comprend qu'ils sont plus dociles que lui, ils fonctionnent mieux. Voilà, Dieu il les a fait comme des petits outils qui font ce qu'il a décidé qu'ils fassent, et moi j'aime bien que Farouk il fonctionne pas normalement. Ça me fait plaisir. Après, ça me fait plaisir parce que ce Dieu, j'ai pas confiance en lui. Si jamais il agissait pour de bonnes raisons et qu'on le découvrait plus tard, etc., peut-être que finalement je me dirais Farouk, tu faisais juste chier. Cela dit, un Dieu qui règle les problèmes, le fait que Farouk fasse pas ce qu'il veut en allant rajouter des pages dans son livre pour qu'après Farouk soit un espèce de robot qui dit « je vais faire ce qui est écrit, je vais faire ce qui est écrit », non, j'ai du mal à penser que c'est quelqu'un de bien, franchement. Si tu voulais aider Farouk et le corriger, le faire aller mieux, etc., c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu transformes pas les gens en robots, ou alors tu fais directement des robots, quoi, mais et ça c'est pas cool. C'est pas cool de défoncer les gens, de leur retirer des facultés mentales et tout ça, donc moi ce Dieu il m'inspire pas trop confiance. Vous allez me dire que c'est normal, mais j'y réfléchis, parce que moi j'ai absolument rien contre l'idée qu'un mec dirige le monde, à condition que ce soit quelqu'un de bien, dont j'approuve les décisions. Je désapprouve ce qu'il a fait à Farouk. Comme je vous dis, j'ai même pas l'impression d'avoir suffisamment dit à quel point c'était cool. Pareil, hein, Archibald il a survécu, mais il a pris cher parce qu'il a été détaché de la toile. Et lui qui s'ennuyait, maintenant peut-être qu'il va moins s'ennuyer, mais on sent qu'il va être un peu plus seul, un peu plus dépressif.
Bon, il a pas perdu complètement son pouvoir, donc il va pouvoir continuer à fusionner avec les meufs avec qui il couche. Et du coup, ça va certainement pas le rendre moins accro au cul, parce que et ça sera son seul moyen d'être encore fusionné mentalement avec des gens. Le fait d'être exclu de sa famille, c'est assez horrible, donc comme je l'aime bien, je me sens un peu concernée par son sort, et j'espère qu'on va le revoir, et j'espère qu'il aura encore des moments cool, des moments stylés où il fera des trucs sympas, etc. J'adore son côté un peu sarcastique, désillusionné et tout ça, donc j'espère qu'on le reverra. C'était super, lisez-le. J'espère que les tomes suivants seront aussi cool, et je suis vraiment très contente d'être arrivée jusqu'ici, et j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi, je vous dis à la prochaine.